L'échiquier international, soyez les bienvenus. Pékin a mené dans la journée des exercices militaires de grande ampleur en mer de Chine. Ces exercices de plus en plus fréquents, le dernier du genre date d'il y a 2 semaines, une démonstration de force qui est observée avec circonspection, pour ne pas dire inquiétude des pays de la région et surtout envoyer un message un peu plus clair à Washington et ses projets sécuritaires au sein de cet espace Indo-Pacifique qui en même temps fait assez rare en début de semaine. La Chine, la Corée du Sud et le Japon, des frères rivaux pour ne pas dire ennemis, se sont réunis à Séoul pour discuter d'un accord de libre-échange commun face au relèvement de douane décidé par Washington. Au-delà du traitement médiatique, qu'est-ce que cela révèle sur ces ambitions asiatiques qui se percutent mais en même temps se conjuguent avec une profondeur diplomatique? Pourtant, une aire géographique asiatique non dénuée de fractures béantes aux conséquences mondiales. On en parle et c'est tout de suite. Est-ce que l'Asie ne serait pas en train de devenir l'autre point de tension mondiale avec des ambitions qui se percutent? Pour en parler de ce monde asiatique si dense, je reçois le sinologue et auteur Emmanuel Pinko, auteur et professeur chercheur également. Emmanuel Pinko, bonsoir et bienvenue. Je suis désolé, je n'entends absolument rien, il y a un brouillage total. En tout cas, alors, il semblerait qu'on ait un problème de connexion avec Emmanuel Pinko. On va tenter d'y remédier rapidement. Alors, je le disais, Emmanuel Pinko, auteur et professeur de recherche. Est-ce que vous m'entendez ? Non, pas du tout. Alors, c'est pas grave, on va tenter d'y remédier. Alors, Emmanuel Pinko est auteur avec Barthélemy Courmand d'un livre qui vient de sortir au sujet de l'Asie. L'Asie qui est en train de devenir, on se pose la question, les chercheurs se posent la question, si ce n'est pas en train de devenir l'espace des conflits, peut-être même une poudrière mondiale avec des enjeux stratégiques, mais également des bras de fer entre plusieurs puissances. On a le conflit, par exemple, entre l'Inde et le Pakistan, la Chine et le Japon, la Chine et le Vietnam, les projets chinois sécuritaires en mer de Chine également au sein de l'espace sud-asiatique qui n'est pas au goût de Washington. Enfin, toutes ces questions qui sont de plus en plus synonymes de vives tensions au-delà de cette fameuse route de la soie, cette petite route de la mondialisation sauce chinoise, excusez du jeu de mots, mais en tout cas, ce sont forcément des chamboulements qui sont en train de reconstruire complètement l'architecture à la fois asiatique et mondiale en tentant de organiser une map monde, bien entendu. C'est pour ça que Washington le dit sans embâche, hein. Pékin est désormais l'ennemi numéro un, non seulement ça datait d'Obama, mais également, on le voit avec les sorties du président Trump. Est-ce qu'on a récupéré Emmanuel Pinko ? Toujours pas. Alors, justement, Francis Fukuyama le disait avec son fameux livre « La fin de l'histoire », avec la chute du mur de Berlin, également avec la fin de l'Empire soviétique. Francis Fukuyama avait écrit un livre qui s'intitulait « La fin de l'histoire », en parlant de cette Amérique qui finissait l'histoire, puisqu'elle allait plus avoir d'ennemis, cette Amérique eschatologique. Et peut-être que l'Asie est en train de remettre à plat cette doctrine de Reagan, voire du messianisme américain. C'est ce qu'on voulait savoir avec Emmanuel Pinko. Donc le XXe siècle aura été, selon des chercheurs, le siècle occidental, avec ses valeurs et ses politiques et des configurations mondiales, dont la colonisation. Est-ce que le XXIe siècle ne sera pas celui de l'Asie? C'est la question
qu'on se pose, que des chercheurs se posent de plus en plus, c'est bien entendu les vues les observations et la curiosité est en train de s'arc-bouter autour de Pékin, puisque rien ne se passe au niveau de l'Asie sans, peut-être le mot est un peu trop fort, mais sans l'aval de Pékin. Pékin, ce point nodal, ce point diplomatique, ce point de puissance qui aide à configurer et aide à construire l'Asie. Toutes les politiques diplomatiques, toutes les politiques étrangères de l'ensemble des pays se construisent, se pensent à l'aune des vues de Pékin. Et on voulait en parler avec Emmanuel Linco. Est-ce qu'on l'a récupéré ? Toujours pas. Bien, on va essayer d'avancer quand même. On va tenter d'avancer. Alors, comment parler de géopolitique asiatique ? Tellement de choses à dire. Une Asie qui est aussi ésotérique, difficile à lire, difficile à comprendre, parce qu'on a l'habitude d'apposer notre paradigme sur l'Europe occidentale. Ça nous échappe quand on essaie peut-être de comprendre l'Asie avec différents rapports. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que en Chine, il y a, comme qui dirait, une augmentation, une volonté de puissance, dit philosophiquement, mais en fait, il y a également une augmentation du financement sécuritaire, un financement des dépenses militaires, ce qui affirme clairement une puissance militaire chinoise. C'est vrai sous Xi Jinping. Cette inquiétude est ressentie de la plupart des pays de la région, surtout du Japon et de l'Inde. La politique menée par Pékin dans tous ces domaines aura forcément un impact structurant et déstructurant à l'échelle continentale. C'est vrai aujourd'hui et c'est vrai dans le futur, mais ça ne concerne pas uniquement le Japon, ça concerne la Corée du Sud, bien entendu, mais également l'Indonésie, la Malaisie et d'autres pays de la région. Alors la Chine et les points de cristallisation et de friction ne manquent pas, notamment avec l'Inde. C'est un sujet en soi. L'Inde et la Chine ont des problèmes de frontières. Par exemple, ça concerne le point de cristallisation à l'est et au sud de l'Himalaya. Sans parler des différends entre la Chine et le Japon et les îles Senkaku pour les Japonais et Diaoyuku pour Pékin comme catalyseur de tension. Alors, est-ce qu'on a récupéré Emmanuel Linco ? Toujours pas. Il y a Emmanuel Linco, est-ce que vous m'entendez ? C'est pas grave, on va avancer. Alors, on se demandait aussi si cette Chine n'a pas forcément une vocation impérialiste. Comment la Chine se pense dans ce monde, comment la Chine se pense avec ses voisins. Eh bien, il semblerait qu'il y a une doctrine chinoise qui remonte il y a 3000 ans, figurez-vous, qui s'appelle le Tianxia. Le Tianxia, ça explique cette place centrale qu'a la Chine comme point d'équilibre, non seulement en Asie, mais dans tout le monde. Donc forcément, il y a une doctrine chinoise de projection. On voulait en parler avec Emmanuel Linco. Est-ce qu'on l'a récupéré enfin ? Alors Emmanuel Linco, on tente en vain pour l'instant de le récupérer, toujours pas. On y travaille, figurez-vous, mais on avance. Alors, il y a au sein de ce monde asiatique compliqué, alambiqué, une forme, le poids de l'histoire également. On l'a vu avec entre la Chine et le Japon. N'oublions jamais, mesdames et messieurs, que la Deuxième Guerre mondiale a bel et bien commencé en Chine avec l'invasion du Japon de la Mandchourie et finalement ça laisse des traces jusqu'à présent avec des temples qui sont dédiés au Japon, mais en Chine, au Japon, on rend hommage à ces généraux qui représentaient l'impérialisme japonais de l'époque, l'impérialisme nippon, qui n'est pas au goût de la Chine, et de la Chine de son côté n'a pas oublié les victimes de la Mandchourie. On parle de 150 000 victimes en l'espace d'un week-end. N'oublions pas également la péninsule coréenne, une zone à haut risque.
finalement, depuis l'amnistie de 1953, les deux Corées n'ont jamais vraiment signé de traité de paix. L'écart grandissant entre les deux pays ont bien entendu créé des tensions, et c'est des tensions qui sont de plus en plus forme d'inquiétude et risque d'escalade. En tout cas, on s'en inquiète. La Corée du Nord est un des pays, n'oublions pas, le plus armé du monde. La Corée du Nord, pardon, est un des pays les plus armés du monde. C'est 1 million de soldats, 8 millions si on compte les réservistes, sans parler de l'arme nucléaire. Emmanuel Linco, on me dit qu'on vous a récupéré. Est-ce que vous m'entendez? Je vous confirme, mon cher Karim, normalement, je vous entends. Enfin, on va pouvoir discuter. Alors, je disais, Emmanuel Linco, j'avais commencé par dire que le XXe siècle aura été, selon des chercheurs et des historiens, le siècle occidental avec ses valeurs et ses politiques, différentes configurations mondiales. Peut-on dire que le XXIe siècle sera celui de l'Asie? Ça, on n'en sait rien encore, mais une chose est certaine, c'est que le bloc occidental, si tant est qu'il ait existé aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, n'existe plus en définitive. On s'en est rendu compte il y a pratiquement un mois, lorsque le président Zelensky a rencontré Donald Trump avec Vance dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Et là, on s'est rendu compte, évidemment, que l'unité occidentale transatlantique avait totalement volé en éclats. Et en cela, c'est assurément quelque chose de nouveau. Maintenant, est-ce que l'on peut dire que l'Asie sera aux commandes dans les années à venir? Oui, il y a effectivement des indicateurs qui nous montrent que l'Inde en particulier a le vent en poupe. La Chine, en revanche, sur le plan économique, tente à s'essouffler quelque peu. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que le centre de gravité stratégique dans le monde est en train subrepticement de basculer de l'ouest vers l'est. Alors, on se posait la question, comment parler de la géopolitique asiatique? Tellement de choses à dire, sans parler de l'histoire millénaire des rapports entre les différents territoires. Alors, peut-être on va donner une date, vous allez me dire ce que vous en pensez, une date clé. On est en mai 2015 avec le fameux livre, le livre blanc sur la défense de la Chine, avec l'augmentation des dépenses militaires, affirmant clairement une volonté de puissance militaire plus forte, d'ailleurs sous Xi Jinping. Alors, ce qui inquiète la plupart des pays de la région, surtout le Japon et l'Inde, on le voit, la politique menée par Pékin dans tous les domaines aura-t-elle un impact structurant et déstructurant à l'échelle continentale? Oui, assurément, cela inquiète les voisins de la Chine parce que ce livret blanc que vous évoquez a eu évidemment depuis lors plusieurs éditions. La dernière édition qui commence déjà aussi à dater date de 2019, mais plus récemment, lors de la réunion des deux chambres de l'Assemblée nationale populaire, il a été annoncé que le budget alloué à la défense dépasserait les 7%. Ce qui est évidemment considérable. Alors, c'est évidemment encore moins que ce que représente le budget à la défense américain, mais assurément, la Chine se surarme, ce qui a le don évidemment d'inquiéter les voisins que vous avez mentionnés. Et ce que l'on peut craindre, c'est que la Chine, en effet, en fasse un terme usage, et notamment pour la récupération de Taïwan, qui reste très certainement dans le calendrier du président chinois Xi Jinping. Sauf qu'il y a 10 pays au monde qui reconnaissent Taïwan. Non, enfin, la plupart des pays reconnaissent la Chine dans sa totalité, c'est-à-dire la Chine, oui, la Chine traditionnelle. Oui, en réalité, vous avez raison, il n'y a plus que 15 pays qui reconnaissent la République de Chine, autrement appelée Taïwan. Ou l'autre Chine. En revanche, l'écrasante majorité des pays du monde reconnaît la République populaire de Chine, capitale Pékin. Et de toute évidence, Taïwan présente une très grande faiblesse sur le plan diplomatique, c'est-à-dire que c'est un État qui ne dit pas son nom, mais qui en revanche reste encore aujourd'hui l'une des très grandes puissances économiques de l'Asie et du monde, puisque, rappelons-le,
80% des microprocesseurs dans le monde sont fabriqués à Taïwan ou sous licence taïwanaise. Autrement dit, pour être très concret, cher Karim, notre conversation de ce soir n'aurait pas lieu sans les microprocesseurs taïwanais. Tout le monde dépend de la fabrication des microprocesseurs taïwanais. Donc vous avez une asymétrie, c'est-à-dire que Taïwan est un nain politique, mais à sa juste mesure, c'est un géant économique. Alors, revenons sur la Chine et les points de cristallisation et de fiction avec, à la frontière avec l'Inde, par exemple, ce fameux espace situé à l'est et au sud de l'Himalaya, sans parler des différends entre la Chine et le Japon, avec les fameuses îles Senkaku pour les Japonais et Diaoyu pour Pékin, comme catalyseur de tension, sans parler de la mer de Chine, autre détroit maritime considéré comme la chasse gardée chinoise. Comment Pékin se pense par rapport à ses voisins et au monde? Est-ce que la Chine aurait des prétentions, oui, universalistes, on va le dire comme ça? En fait, la Chine présente pour la plupart de ses voisins un danger parce que la Chine ne reconnaît pas un très grand nombre de frontières avec ses pays voisins. Et en réalité, la Chine cultive une culture impériale, et donc les pays de culture impériale ont une culture différente évidemment des pays qui reconnaissent des frontières, qui reconnaissent la souveraineté des États, bref, des principes hérités du traité de Westphalie en 1748 et qui s'est appliqué à l'ensemble de la communauté internationale. Et ceci est intéressant parce que, à travers tous les exemples que vous évoquez, en effet, il n'y a pratiquement pas une région voisine de la Chine qui ne soit directement concernée par des revendications identitaires, irrédentistes de la Chine. C'est le sud de la mer de Chine, évidemment, et avec le Vietnam en particulier, il y a un très grand nombre de contentieux insulaires entre Pékin et Hanoï. C'est vrai aussi dans la plupart des régions de l'arc himalayen entre l'Inde et la Chine, bien sûr, mais on pourrait ajouter d'autres exemples que vous avez évoqués pareillement au sud du Japon avec les îles Diaoyu. Bref, l'environnement stratégique de la Chine n'est pas des plus apaisés. Alors justement, et ceci est assez inquiétant, bien sûr, pour l'avenir. Alors Emmanuel Linco, justement, parlez-nous de ce rapport Chine-Japon. Cela fait plus de je sais pas, 2 millénaires qu'on se côtoie. Alors sans doute, psychologiquement, ce sont deux peuples différents, mais il y a une forme de respect mutuel, de suspicion, voire de répulsion et d'attirance. Il y a même de l'admiration réciproque, voire un mépris mutuel. Il y a tout ça en même temps. Alors on le voit, la relation nippon-chinoise ou sinon japonaise n'est pas dénuée d'ambiguïté. Aidez-nous à comprendre. Comment la situer? Oui, tout à fait. C'est une relation en fait très ambivalente, et vous avez raison d'insister sur ce point. C'est-à-dire que le problème numéro un, je dirais, ce n'est pas tant le problème des contentieux insulaires qu'on évoquait un instant, c'est plutôt un passé qui ne passe pas. Autrement dit, le passé de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation japonaise de la Chine, qui a été ressenti à juste titre par la population chinoise d'une manière extrêmement difficile. Et donc, vous avez un passif mémoriel qui explique que de part et d'autre, évidemment, il y a encore des tensions extrêmement importantes. À ceci s'ajoute bien sûr le fait que le Japon est un allié des États-Unis. On l'oublie souvent, Emmanuel, pardon, on l'oublie souvent, mais la Seconde Guerre mondiale a commencé par l'invasion du Japon de la Mandchourie. Hein. C'est ça, absolument. Et donc, un très grand nombre de populations de Chine, celle de Nankin également, en 1937, ont été massacrées par la soldatesque japonaise. Si bien que, si vous voulez, ce souvenir déjà ancien revient à la surface des mémoires et fait l'objet d'une rivalité assez intense, en effet, entre les opinions chinoises et japonaises. Mais le fin mot de l'histoire, évidemment, ce sont les enjeux géostratégiques les plus contemporains, ceux qui mettent aux prises
le Japon, ses alliés occidentaux et évidemment la Chine. Alors, on se transporte vers la péninsule coréenne, zone à haut risque. Depuis l'amnistie de 1953, et les deux Corées n'ont jamais vraiment signé de traité de paix. L'écart grandissant entre les deux pays s'accentue de plus en plus, sans parler des risques d'escalade réelle. Alors, la Corée du Nord est un des pays les plus armés du monde. C'est 1 million de soldats, 8 millions si on compte les réservistes, sans parler de l'arme nucléaire, disons-le simplement. Est-ce que vous croyez à oui, à une guerre, disons-le simplement? En fait, il y a une guerre qui existe et qui ne dit pas son nom parce que, comme vous l'avez rappelé, en 1953, il n'y a pas eu d'armistice signé précisément entre les deux Corées, si bien qu'officiellement, la guerre a encore lieu. Et cette guerre, en fait, se poursuit dans d'autres régions du monde, et en cela, c'est assez inédit, puisque, comme vous le savez, la Corée du Nord, à la demande de la Russie, a envoyé 10 000 combattants sur le front ukrainien. Et par ailleurs, la Corée du Sud, quant à elle, vend des armes à la fois aux Ukrainiens, mais aussi aux Polonais. Donc en réalité, cette guerre se poursuit par d'autres moyens et sur d'autres théâtres d'opération. Et ce que l'on peut craindre, évidemment, comme toujours, depuis 2006, depuis que Pyongyang a l'arme nucléaire, c'est qu'un jour, la Corée du Nord passe à l'acte. Si bien que toute une partie de la classe politique sud-coréenne, désormais, entend se doter à son tour de l'arme nucléaire. Cela devient d'autant plus urgent, si vous voulez, que les Sud-Coréens, au même titre que les Japonais, craignent un lâchage des Américains dans la région. Donc, les débats qu'on peut entendre au sein de l'Union européenne par rapport à l'autonomie stratégique, et c'est évidemment un point nodal, notamment de la réflexion française, est une réflexion qui est également et en même temps partagée par les Japonais et les Sud-Coréens. Que dire sur le poids de Washington dans l'espace indo-asiatique? Alors, l'administration de Washington, c'était vrai déjà sous Obama, ça a été encore davantage vrai sous Biden, et Trump ne s'est pas fourvoyé en disant clairement que la Chine était l'ennemi numéro un. D'ailleurs, le contentieux par rapport, au canal de Panama, il s'avère que la Chine gérait le canal de Panama, et une manière de le récupérer, c'est aussi une volonté de cibler Pékin tout bonnement. Oui, bien sûr. C'est une constante depuis Barack Obama, en effet. La priorité pour la Maison-Blanche, pour le Pentagone, c'est l'Asie du Sud-Est et la confrontation de plus en plus quasi inéluctable avec la Chine. Panama, en effet, est un signe, même s'il faut rappeler que, en réalité, contrairement à ce que dit Donald Trump, le canal de Panama n'était pas géré par les Chinois, mais bien par un milliardaire chinois qui d'ailleurs n'avait pas véritablement de sympathie pour le Parti communiste chinois. Mais en tout cas, Trump se donne les moyens de la contrainte par ses revendications et sur Panama et sur le Groenland également. Et tout cela va dans le sens, bien sûr, d'une confrontation vis-à-vis de la Chine. Maintenant, nul ne peut dire si les Américains soutiendront Taïwan. Et en fait, toutes les chancelleries se posent cette question. Est-ce que Taïwan sera le prochain Ukraine que nous allons connaître dans les mois à venir? Ce ne serait pas si surprenant par ailleurs, parce que, on le sait, Donald Trump est avant tout un homme d'affaires, un homme de transactions. Or, Taïwan, sur le plan économique, nous l'avons rappelé, c'est avant tout les microprocesseurs. C'est ça qui intéresse évidemment les grandes puissances économiques du monde. Mais à terme, quand les Américains auront rattrapé leur retard dans ce domaine, est-ce que Taïwan sera encore aussi utile que l'est Taïwan précisément aujourd'hui? La réponse est beaucoup moins sûre précisément. Donc il y a une énigme par rapport au choix politique que mènera Trump à l'égard bien sûr de la Chine
mais aussi à l'égard et surtout de Taïwan. Mais Taïwan fait partie de enfin, c'est une affaire interne chinoise, Emmanuel Linco, pardonnez-moi, parce que vous insistez sur Taïwan, mais Taïwan concerne la Chine en interne. Et la communauté internationale ne s'est pas trompée, puisqu'elle ne reconnaît pas Taïwan, encore une fois. En tout cas, il y a 15 pays, 10 pays, 15 pays qui la reconnaissent. Mais voilà, les Taïwanais veulent une certaine autonomie, mais les géopoliticiens chinois n'ont pas intérêt à faire la guerre, puisque selon eux, d'ici quelques temps, Taïwan va être aspiré par la Chine d'une manière ou d'une autre. C'est un peu comme le Hong Kong. Oui, vous avez raison, sauf que précisément l'exemple de Hong Kong sert de repoussoir à l'opinion taïwanaise. C'est-à-dire qu'avec les répressions qui ont eu lieu à Hong Kong contre les pro-démocrates hongkongais, eh bien, les Taïwanais sont confortés désormais dans leur choix de prendre de la distance par rapport à la Chine. Et c'est si vrai qu'à partir de 2016, tous les candidats à la présidence taïwanaise qui jusqu'à présent ont été élus sont des candidats issus du DPP, c'est-à-dire un parti qui se dit pro-indépendantiste précisément. Malheureusement, ça, c'est quand même assez intéressant. Ça veut dire que l'opinion taïwanaise est loin de vouloir se rapprocher de la Chine. Je vous coupe, Emmanuel Linco. Malheureusement, on arrive à la fin de notre rendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres. Alors, pour tout ce qui concerne les questions de l'Asie, je demande j'encourage les personnes à vous reporter sur votre livre, L'Asie, terre des conflits. Merci encore. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui. Bonne suite des programmes sur Al24 News et bonne soirée.